729e jour de quarantaine. Je ne cesse d'écrire sur ce vieil ordinateur inlassablement, que je pensais connecté à Internet. Mais cela fait encore partie de leur manigance, pour tenter de me manipuler, je suppose. Ils ont reproduit mon appartement à l'identique, et ont remplacé ma famille, mes amis, mes voisins, et même mon chien. Tout ça parce qu'ils pensent que je sais des choses que je ne devrais pas connaître, et parce qu'ils ont peur que je vous alerte. Et ils ont raison. Je suis fatigué. Tellement fatigué de me sentir observé, d'être enfermé comme un animal dans cette prison aménagée pour ressembler à mon quartier. Aujourd'hui, je craque. À la fin de mon récit, je m'évaderai hors de leur portée. Définitivement. Tout a commencé en 2019. Tout d'abord, je m'appelle Jérôme, et je travaillais pour le ministère de la Santé. Oh, j'étais un simple sous-fifre, dont le seul but était de cumuler les heures de bureau pour partir loin de la ville, dans un petit paradis tropical avec ma famille. Un rêve banal, somme toute, pour quelqu'un de banal. Je me souviens parfaitement de la date. C'était le vendredi 22 janvier, en fin d'après-midi. J'allais éteindre mon ordinateur lorsqu'une fenêtre s'est ouverte faisant apparaître un email provenant d'une adresse inconnue. Le mail était intitulé « La vérité n'est pas ailleurs » et avait en pièces jointes 3 fichiers, une vidéo et 2 PDF. Ma journée se terminant, je n'ai pas vraiment pris le temps de les ouvrir, et puis j'en avais pas envie. J'ai juste transféré le mail sur mon smartphone, et j'ai éteint l'ordinateur, pressé de retrouver ma femme et ma petite Sarah. Il ne restait plus que Jean-Pierre, Estelle et moi dans cet immense bureau habituellement surpeuplé. Saluant mes 2 collègues, qui ne prêtèrent guère attention à mon départ, je prenais donc la direction de mon domicile. Le lendemain, alors que j'arrivais sur mon lieu de travail, je fus assez surpris de tomber nez à nez avec un cortège de policiers bloquant l'accès de l'ascenseur et aux escaliers, pendant qu'une foule compacte essayait d'obtenir des explications. Lorsque j'aperçus mon patron, celui-ci me fit signe de m'approcher de lui. Et je me retrouvai rapidement encerclé par 2 policiers qui m'entraînèrent dans la pièce de surveillance vidéo de notre agent de sécurité. 2 policiers en civil, dégradés probablement, commencèrent à m'informer de mes droits et m'expliquèrent ensuite la raison de leur présence. Ce matin, ils ont retrouvé le corps d'Estelle, pendu avec la lanière de son sac à main dans l'ascenseur. Selon l'inspecteur, j'étais le dernier à l'avoir vue en vie, et il voulait savoir si elle avait énoncé une quelconque intention de se suicider. Je répondis, choqué d'une part que je n'étais pas le dernier à l'avoir vue en vie, puisque Jean-Pierre était encore présent, et ensuite que non. Elle n'avait rien dit, elle avait à peine pris attention à mon départ. Finalement, il leur suffisait de vérifier les caméras. Le hic, il est là. Les caméras avaient été bidouillées à cet étage. L'image n'enregistrait qu'une boucle de 2 secondes. Dans le champ de vision, on n'y voyait ni Estelle, ni Jean-Pierre, ni moi. Juste une ombre projetée par l'ouverture de la porte au moment où je partais. L'inspecteur se tourna vers mon patron, lui chuchota quelque chose, et s'est l'air assez surpris que mon patron lui répondit à son tour quelque chose que je ne pus entendre. L'inspecteur revint en me demandant de décrire précisément ce que j'avais fait avant mon départ. Je lui ai alors expliqué que j'ai regardé l'heure, que j'ai ensuite vu un pop-up s'ouvrir avec un mail, probablement un spam, que je n'ai pas pris le temps de l'ouvrir, puisque je finissais mon service, et qu'en me levant, j'ai salué mes 2 collègues avant d'emprunter la porte et l'escalier de service. Mon patron fronça les sourcils, et l'inspecteur aussi, mais ce dernier me congédia, me demandant de me tenir à sa disposition et de ne pas m'éloigner de la ville. À peine avais-je acquiescé que j'avais été reconduit à l'extérieur manu militari, abandonnant mon patron et les forces de l'ordre. Mon téléphone vibra dans ma poche, ce qui me fit sursauter. Le message venait de Jean-Pierre et disait ceci : « N'ouvre pas le mail d'hier, tu es en danger. » Le suicide d'Estelle ? Et à présent un message étrange ? Pensant à une blague, j'ai essayé d'appeler mon collègue. Mais une voix robotisée me dit que le numéro que je tentais de joindre n'était pas autorisé. Pas autorisé ? Il venait pourtant de m'envoyer un message. De plus en plus perplexe, il ne me restait plus que le mail pour essayer de comprendre. Je m'éloignai donc de mon lieu de travail, m'installant à ma terrasse préférée, et je commençai à consulter le fameux email. La vidéo pour commencer. Elle montrait un paysage rocheux,
un peu rougeâtre, où l'on voyait des installations urbaines, comme des usines en quelque sorte. Au-dessus, il était écrit en anglais « Planète Mars, le 20 novembre 2018 ». La caméra s'approcha doucement des infrastructures, dévoilant des humanoïdes en tenue d'astronaute, tenue noire, mais je ne parvenais pas à reconnaître le drapeau sur le bras des astronautes, une espèce de fond noir et doré, avec 3 étoiles et une pyramide. La dernière image de la vidéo montrait des cages et des tables remplies de petites silhouettes floues. Ensuite, une explosion, juste devant l'objectif, comme si la caméra avait été détruite, volontairement. J'ouvris le premier PDF, qui était un rapport de la NASA, expliquant qu'au mois de novembre 2018, les détecteurs de leur robot, Perseverance 2, avaient enregistré la présence de formes de vie connues et inconnues, mais surtout des éléments chimiques qui n'avaient rien à faire là en théorie. Pensant à une erreur de lecture, ils ont envoyé le robot au point de détection et ont ensuite perdu le contact avec le robot. Le second PDF, composé uniquement de photos, nous montrait les structures en gros plan. Ces structures terriblement familières étaient probablement d'origine humaine, tout comme les humanoïdes habillés en scaphandre noir. En revanche, le drapeau qui avait été agrandi pour la photo indiquait ces mots « Novus Ordo Aeterni » ou « Nouvel ordre éternel ». Les photos suivantes montraient en gros plan les cages et les tables. Ce qui était flou de loin devint, hélas, loin d'être flou. Des créatures à peine plus grandes que des enfants, la peau luisante, huileuse et grise. Aucune bouche, mais des yeux gigantesques, noirs. Celle qui était étendue sur la table et reliée à des machines étranges semblait démembrée, si je comparais l'anatomie à celle qui était recroquevillée dans le coin des cages. Des gens étaient penchés au-dessus, avec de longs objets dont j'ignorais l'usage. Je sursautai à nouveau lorsque mon téléphone redémarra seul. Lorsque celui-ci se ralluma, ma respiration se coupa. Je pus lire les mots « Novus Ordo Aeterni ». « Bonjour Jérôme, ne bougez pas, nous arrivons. » Et un second message de Jean-Pierre écrit à la hâte « Bouge de là, et vite !» Un autre email arriva probablement du même expéditeur. Ce dernier affichait 3 images issues d'Internet. Des toilettes rouges, une rame de métro et une série de chiffres 3. Un suicide, un complot, et maintenant un rébus ? Mais dans quelle drôle d'histoire étais-je donc tombé ? Et pourquoi moi ? Je ne suis qu'un employé banal après tout. Réfléchissant à vive allure, observant autour de moi, je pus apercevoir un escalier descendant vers le métro portant le chiffre 1. Je décidai de m'engouffrer dans la foule. Car après tout, quel meilleur moyen de se dissimuler que celui d'être visible de tous ? Mon cœur battait la chamade, et ma respiration était légèrement saccadée. Quand soudain une touriste chinoise me saisit l'épaule, j'ai bien cru que mon pauvre cœur allait sortir hors de ma poitrine. Me tendant un appareil photo, elle voulait simplement que je l'aide, la pauvre. Je crois qu'elle a été aussi surprise que moi. Tentant de me reprendre, je pointai donc l'objectif dans sa direction, mais l'appareil semblait fort capricieux. Un coup flou, un coup sombre, un coup trop lumineux, quand finalement le bon réglage apparut. Mon cœur qui s'était calmé se remit à battre la chamade, et je crus halluciner quelques secondes. Ses yeux étaient totalement noirs. Pas de blanc, pas d'iris, rien que du noir aussi profond que l'univers. Essayant de garder mon sang-froid, je lui rendais son appareil en souriant nerveusement devant ses courbettes. Et c'est le métro qui vint à mon secours. Lorsque je sentis les portes s'ouvrir derrière moi. Je n'avais jamais été aussi content de voir cette vieille machinerie bruyante et puante de ma vie. J'y entrai, sans demander mon reste, respirant de plus en plus difficilement, en observant frénétiquement autour de moi. J'avais cette furieuse impression d'être observé, sans pouvoir dire qui et où. Mais comme disait ma grand-mère, l'araignée, ce n'est pas quand on la voit qu'il faut la craindre, mais plutôt quand on ne la voit plus. C'est ça. Oui, c'est ça. Je me sentais prisonnier comme dans une toile. Enfin, le métro arriva à la station numéro 3, où je descendis dans le flot de personnes, cherchant du regard l'emplacement des toilettes. Et je n'eus guère de mal à trouver rapidement. Probablement poussé par l'adrénaline, mon instinct me conduisit immédiatement vers celle-ci. Mais un problème survint.
Les toilettes de la photo étaient rouges, et la seule présence de cette couleur se trouvait sur la porte des toilettes des dames. Devais-je y entrer ? Et que devais-je dire s'il y avait quelqu'un dedans ? Qu'un mystérieux email m'a été envoyé pour me faire venir ici ? Au mieux, on me prendra pour une personne aux mœurs dérangées. Au pire, pour un fou ou un sadique. Et si je n'avais pas besoin de quelque chose, c'était précisément de faire hurler une femme qui alerterait les autorités. Un autre sursaut me prit lorsque mon smartphone vibra à nouveau. Encore un message de Jean-Pierre. Ne fais confiance à personne. Rejoins-moi à notre garçonnière. Message énigmatique. Mon regard se reposa sur l'entrée, rangeant instinctivement mon smartphone dans la poche de mon veston. Hésitant, je me décidai à pousser doucement la porte. L'un des néons clignotait, mais personne. Enfin, c'est ce que je pensais. J'entendis une chasse d'eau s'activer et me précipitai rapidement vers l'une des cabines pour ne pas être vu. Le robinet s'activa, indiquant que la personne se lavait les mains, et finalement la porte claqua. J'étais à présent seul, lorsque je vis une feuille au sol, indiquant la cabine voisine. Je passai donc doucement la tête par la porte, rassuré de n'y voir personne, et m'aventurai davantage à l'extérieur, ouvrant la cabine voisine. Je dus retenir un cri d'effroi. La scène était digne d'un film d'horreur. Jean-Pierre était installé, mort depuis un bon moment, à en juger par l'odeur, sa tête était déposée devant ses pieds, son visage figé dans une expression de terreur, les yeux regardant vers le haut, au-dessus de ma tête. Mais qui diable avait pu m'envoyer ce message ? Un mot était agrafé sur sa chemise. Ce mot disait ceci : « Je confesse mes péchés au service du Noah. » Le Noah. Le Noah. Il devait probablement s'agir de cette organisation que j'avais pu apercevoir sur les photos. Un nouveau mail arriva avec 2 autres vidéos et 2 PDF. Dans celle-ci, on pouvait voir le robot Persévérance, premier du nom, se promener sur les collines désertes de Mars, jusqu'à entrer dans une grotte où un visage se dessina, celui de l'une de ces petites créatures qui ne semblaient guère avoir besoin de scaphandre pour respirer. Intrigué comme un enfant le serait par un jouet, sans hostilité manifeste. Le PDF était un autre rapport de la NASA, mais il datait de juillet 2018, cette fois. La majorité du texte était censurée et masquée, mais on pouvait y lire « Présence de formes de vie intelligentes ». Présence de formes de vie intelligentes, c'était donc vrai. Ils étaient tels que nous les avions imaginés dans nos films. Mais quel était le rapport avec moi ? Pourquoi Jean-Pierre avait-il été décapité ? Et Estelle s'était-elle vraiment suicidée ? J'étais en tout cas le dernier de nous 3 qui restait vivant. La seconde vidéo me donna envie de vomir. Elle ne portait pas du tout le sigle de la NASA, mais celui de ce Novus Ordo Aeterni. On y voyait des astronautes de la NASA s'approcher des créatures, pacifiquement, leur tendant la main, lorsque les hommes en scaphandre noir s'approchèrent par derrière pour trancher l'arrivée d'oxygène des astronautes, les laissant agoniser sur le sol. Ensuite, ils s'emparèrent des petites créatures avec de longues tiges semblant produire des étincelles. En l'espace d'un instant, ces potentiels nouveaux amis étaient devenus du bétail. Du bétail pour les seuls humains encore en vie sur cette maudite planète. Je me dépêchai d'ouvrir le dernier PDF datant de janvier 2020. Celui-ci, rempli d'images montrant la barbarie de ces humains qui éventraient ces petites créatures, tenant victorieusement leurs viscères au-dessus de leur tête. La photo suivante faisait un gros plan sur le visage de l'homme qui tenait ces viscères. Et je n'en crus pas mes yeux. Il s'agissait de... Non, Jean-Pierre. Non, c'est pas possible, c'est une erreur. Jean-Pierre a fait cela. La dernière photo montrait le laboratoire martien en ruine, et des créatures similaires aux petites, mais 5 fois plus grandes en taille, ainsi que d'immenses engins planant au-dessus de Mars. Quelques phrases du rapport disaient cela. Compte rendu de la dernière mission. Suite à nos expériences sur ces créatures, qui, semble-t-il, n'étaient que des enfants, nous venons de déclencher un conflit avec ces traces. Nous sous-estimions leur technologie, mais nous avons observé qu'ils pouvaient changer d'apparence à volonté et parcourir de grandes distances en très peu de temps.
Je suis le seul survivant de l'expédition Alpha. Les autres membres d'équipage ont été remplacés, et ce sera bientôt mon tour. L'un d'eux m'a expliqué que notre planète conviendrait très bien à leur espèce pacifique, mais que la cohabitation ou le métissage entre nous ne serait jamais possible. Après avoir étudié nos comportements, ils prendront petit à petit possession de nos institutions, laissant le peuple sombrer dans l'anarchie et l'autodestruction. Lorsque je vis la signature sur le rapport, je n'en crus pas mes yeux de nouveau. J.C.G. Jérôme Charles Gonzalez. Moi ? C'est bien ma signature. C'est moi qui ai fait cela. Je vis alors une ombre d'une silhouette immense qui semblait arriver derrière moi. Ensuite une lumière blanche intense, entendant une voix résonner dans ma tête. Expérience 728, peu concluante. Le sujet semble récalcitrant à l'amnésie. Il n'est pas prêt pour être incubé. C'est à ce moment que je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, j'étais assis ici, dans mon salon, un verre de whisky à la main. Le problème, c'est que je n'aime pas le whisky, et je ne bois jamais. Depuis ce jour, cette maudite journée se répète en boucle sans cesse. Sauf hier. Hier, je me suis réveillé à l'hôpital. Un médecin m'a dit que j'avais attrapé un virus inconnu, venant de Chine, et que j'étais dans le coma depuis plus de 2 semaines. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi, c'est rédiger mon histoire avant de tirer ma révérence définitivement.